Bien, je vais continuer sur la lancée de ce que disait Daniel, et il est clair que si on veut parler de l'impact de façon générale de Friedel, c'est une rude tâche de le faire en un temps aussi court. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ces fameuses oscillations de Friedel dont tout le monde parle, initialement, elles n'ont pas été peut-être tellement reconnues dans leur généralité. Alors, ceci pour plusieurs raisons. D'une part, parce que du point de vue théorique, il y avait toute une discussion à propos des systèmes en interaction. Et je pense qu'il est important de dire là qu'il y a eu la règle de Friedel dont on a parlé tout à l'heure. C'est une règle relativement générale dans des gaz d'électrons en interaction, comme il a été prouvé plus tard, et la présentation d'un état d'impureté avec la méthode de la diffusion a été étendue et a servi de façon importante quand on a eu le problème de l'effet Kondo à résoudre et à essayer de voir dans quelle mesure c'est Nozière, et en particulier qui l'a développé, dans quelle mesure le liquide de Fermi local pouvait être représenté. Alors ça, c'est un aspect théorique particulier. Du point de vue expérimental, petit à petit, bon, Ravi tout à l'heure nous a montré une expérience qui date, je ne sais pas, la première, c'était des années 2000 ou quelque chose comme ça, donc dans des systèmes 1D, mais les développements de STM, par exemple, ont permis de déterminer ces oscillations de Friedel directement, alors que de les voir en quelque sorte, à peu près, alors qu'auparavant on envoyait les effets par l'intermédiaire, par exemple, du champ électrique créé, l'effet de taille dont a parlé Daniel tout à l'heure. Donc on a pu voir progressivement les oscillations de Friedel autour d'adsorba sur une surface près de Marche. On a pu montrer aussi l'anisotropie des oscillations de Friedel beaucoup plus tard, quand on a fait les multicouches ferromagnétiques non magnétiques, et on a vu que les interactions de ces multicouches étaient déterminées par des oscillations, lesquelles oscillations étaient anisotropes et reflétaient l'anisotropie de la surface de Fermi du matériau dans lequel ces multicouches étaient intégrées. Donc voici, ça veut dire qu'il y a une large gamme de problèmes liés à ces impuretés et aux oscillations qui ont pu être traités en s'inspirant des travaux élémentaires initiaux qui avaient été faits par l'école Friedel dont a parlé Daniel. Alors, en particulier, Friedel, comme vous savez, a une double activité. Et on ne parle actuellement aujourd'hui que d'une partie de ces activités, puisqu'il y a toute la partie correspondant à la métallurgie physique vue du point de vue mésoscopique, par l'intermédiaire des dislocations dont on ne parle pas actuellement. Mais c'était très important pour lui de comprendre comment les défauts, comme les interstitiels, les impuretés, les effets des radiations pouvaient être décrites, comment on pouvait comprendre les défauts étendus, pas seulement les dislocations, mais aussi les fautes d'empilement, les marques. Et à ce sujet, je voulais mentionner un article, qui est un des premiers qui est permis de comprendre ces énergies dans des métaux normaux. C'est un calcul donc, sur ces marques et défauts étendus. Alors à ce niveau-là, je vais passer à un autre aspect
des travaux. J'aime pas discuter avec ce machin-là, ça me gêne considérablement. Je suis passé à une deuxième partie qui est consacrée à une théorie générale, ce que s'appelle le modèle de Friedel. C'est assez peu explicite, mais je dirais une théorie générale de la liaison dans les matériaux métalliques ou semi-conducteurs, ordonnés ou désordonnés, liquides ou amorphes, anisotropes ou de basse dimension. Alors cette théorie est une théorie très simple, rustique, et qui garde l'essentiel. C'est vraiment dans l'esprit des modèles de Friedel dont on a parlé précédemment. Elle est basée essentiellement sur l'idée, d'abord qu'on a un modèle monoélectronique valable, c'est-à-dire les interactions électron-électron, pour l'instant, on n'en parle pas. Deuxièmement, on prend la représentation la plus simple de la structure électronique. Un modèle de liaison forte ou de combinaison linéaire d'orbitales atomiques, c'était vieux modèle, c'était bien connu. Et on se pose la question de savoir quelles sont les relations entre la structure électronique et la stabilité. Ça, c'est important du point de vue métallurgique en particulier, d'avoir ce lien. Et c'est une tendance constante chez Friedel de considérer cet aspect du problème que les gens de structure électronique ont tendance un peu à négliger. Alors il faut voir que ce modèle, a priori, il peut susciter de la répulsion par sa simplicité. Par exemple, à l'époque, il y avait des gens qui n'aimaient pas le modèle de liaison forte. C'était un modèle européen. Bon, là, il y a un petit problème transatlantique. Deuxièmement, il y avait les gens qui disaient on ne prend pas en compte les interactions électron-électron. Petit point important, c'est une discussion continue en physique des solides. Mott avait des problèmes pour faire admettre ces modèles les plus simples des années 36, simplement parce qu'il ne tenait pas compte des interactions. Et Pauling lui disait, mais ces interactions elles sont très importantes. On a un calcul d'ordre de grandeur, E2 sur RS, comparé à l'énergie cinétique, et puis bon, voilà. Il faut quand même attendre les années 60 pour voir le théorème de Luttinger établi, 62, je crois, Nozière et Luttinger sur le modèle de liquide de Fermi, pour qu'on soit à peu près convaincu qu'une surface de Fermi, ça existait, qu'il y avait un aspect de vérité dans les descriptions d'un électron. Et Mott disait toujours que quand il avait présenté ses travaux, l'expérience, ça donne des idées, l'expérience qui a été test un petit peu pour justifier ça, c'était des expériences d'absorption X. Alors il faut voir les expériences, ce n'est pas les précisions qu'il y a maintenant, c'est des expériences par un prof de Bristol, qui s'appelle Skinner, qui avait montré qu'il y avait une espèce de saut, effectivement, dans l'absorption X qu'on pouvait identifier à l'énergie de Fermi. Bien. Alors, maintenant, ce modèle, on l'applique à quoi? Alors, on l'applique à des systèmes SP, par exemple, les liaisons covalentes qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qui a été fait dans le domaine des semi-conducteurs. C'est un domaine qui est relativement, disons, marginal par rapport aux autres, mais dans lequel on a quand même pu étudier l'évolution des gaps en fonction du désordre. On a pu étudier les effets Jahn-Teller dans les défauts, le rôle des dangling bonds, des liaisons pendantes dans les interfaces, etc. Il a été étudié
largement dans les métaux de transition. Le problème des métaux de transition, c'était un problème récurrent. C'est une controverse qui a duré depuis les origines. Il y avait, comme disait Friedel, les localistes et les délocalistes. Ceux qui croyaient que les magnétismes itinérants ou les électrons D étaient itinérants et ceux qui croyaient qu'ils devaient être localisés. Et ce n'était pas du tout évident. Donc le point de vue de Friedel pragmatique, c'est essayons le modèle simple, regardons dans quelles limites le modèle un électron n'est pas valable. Alors, à l'époque, on disposait des éléments simples, les métaux de transition, les terres rares et les actinides. C'était le début des actinides. Il allait au CEA, et là, c'est là qu'il a eu, disons, les conditions pour faire ceci. Et donc, il a proposé une première classification en disant les états D des électrons de métaux de transition sont étendus, les états F sont localisés par interaction, et les actinides, c'est entre les deux, c'est-à-dire il y a un moment où on passe de l'état localisé à l'état étendu. Et ça, c'est une classification qui est restée. Alors lui, il s'est intéressé plus particulièrement aux états métaux de transition. On connaît les contributions de Gène à la partie 4F, parce que c'est en allant précisément au CEA, en rencontrant de Gène, qu'a été développé cet aspect sur les interactions sur les électrons 4F. Et les actinides, ça correspondait à l'activité du CEA à l'époque. Alors, à ce niveau-là, je ne vais pas regarder l'heure, alors je ne sais pas où j'en suis, mais enfin peu importe. Combien ? Ça va, bon. Ok. Ça c'est imprudent. Il ne faut jamais me dire ça. Bon. Donc, les premières choses que Friedel a faites, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que le modèle de liaison forte pouvait donner. D'où l'activité de Maria Alstant, dont on a parlé tout à l'heure, les premiers essais de calcul de structure de bande de D, du chrome, par exemple. D'étudier les défauts correspondants, les impuretés, l'anisotropie des oscillations dont je parlais tout à l'heure. Mais un des points qui était important, c'est l'énergie de cohésion. D'où vient l'énergie de cohésion ? Alors, il y avait beaucoup d'idées comme ça. Sa présentation était très simple. C'est une présentation un petit peu de chimiste qualitative en disant on fait une grosse molécule, les états D se recouvrent, il y a des états liants et des états antiliants, il y a une liaison par l'intérieur, parce que les états liants sont occupés, les états antiliants sont inoccupés. On prend un modèle simple de structure de bande, j'ose à peine le dire, une bande rectangulaire, N2, la densité d'état constante, sur une largeur W. Je trouve qu'il est intéressant de savoir que ce modèle-là a déjà été utilisé. Parce qu'on ne sait pas que Néel s'est posé les mêmes questions que Friedel avant sur les problèmes de métaux de transition et d'alliage de métaux de transition. Et pour décrire le magnétisme, il a choisi une bande rectangulaire, lui aussi, dans les années 37-38. C'était un modèle simple et analytiquement tractable. Bien, alors voyant ça, il prouve que l'énergie de cohésion est grosso modo une parabole en fonction du remplissage du nombre d'électrons D du système. À l'époque, grosse discussion, toutes les personnes qui faisaient des calculs de structure de bande commençaient à pousser les hauts cris en disant on néglige des tas de choses, ce qui est vrai, c'est vraiment assez épouvantable. Les positions moyennes des niveaux D varient, il y a les termes d'interaction électron-électron dont on doit prendre en compte, etc. Et il a fallu attendre 1977 pour que les gens d'IBM qui développaient la Local Density Approximation, je vous rappelle, 65, c'est grosso modo la période Kohn-Sham,
77, ce sont les premiers résultats sur les métaux de transition. Art Williams, Moruzzi, etc. Et je me rappelle, Williams disait c'est pas possible, ça. Donc il a repris tous les calculs, il a regardé tous les effets, etc. Il a trouvé que, grosso modo, il y avait une compensation et que l'interprétation était correcte. À partir de là, vous avez tous les développements qui se sont faits. On a commencé à regarder l'évolution de la compressibilité du paramètre du réseau. On a constaté que l'énergie de bande n'était pas une énergie de paire, qu'il y avait des déviations par rapport aux lois de Cauchy, qu'il fallait donc prendre si on voulait faire de la simulation par dynamique moléculaire, il fallait en tenir compte, prendre des potentiels effectifs adaptés. Tout ça, ça a, disons, ça a joué un rôle important dans l'évolution ultérieure. Le magnétisme. Alors sur le magnétisme, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est l'interprétation des alliages dilués de métaux de transition ferromagnétiques, dans nickel, cobalt et fer. Dès 1952, c'est-à-dire dans sa thèse anglaise, il y a une interprétation qui est basée sur, premièrement, le magnétisme itinérant, deuxièmement, le fait que le magnétisme est porté par les électrons D, troisièmement, par le fait que vous devez avoir un écran à l'impureté introduite dans le ferromagnétique haute, cet écran réparti dans les états des plus et des moins, et par exemple, si vous êtes dans le nickel ou le cobalt, vous n'avez des trous que dans la bande minoritaire. Et si vous émettez un potentiel suffisamment grand, c'est-à-dire si l'impureté est suffisamment loin de l'état haute, par exemple du nickel ou du cobalt, vous pouvez sortir un électron dans un état lié de la bande majoritaire, et si cet état est au-dessus du niveau de Fermi, il se vide, et donc renverse le moment magnétique des électrons associés. Alors ça permet de décrire ce qu'on appelle la courbe de Pauling-Slater, qui donne le moment magnétique moyen d'un atome dans le système en fonction du nombre d'électrons par atome. Et évidemment, même réaction. Pourquoi des états localisés vont-ils sortir? D'abord, à l'époque, c'était difficile de comprendre que ces états pouvaient sortir, parce que les gens étaient un peu habitués aux états localisés, parce qu'ils connaissaient les semi-conducteurs, mais dans ce cadre-là, c'était pas vieux, hein, les semi-conducteurs, c'est milieu des années 50. Mais dans ce cadre-là, c'était quelque chose d'assez complexe à saisir. Alors, même chose, petit à petit, il y a eu d'abord des calculs de liaison forte, puis des calculs de DFT, puis on a montré que cette représentation était une bonne représentation. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est horrible. Tout le monde s'en moque. Maintenant, les gens font des calculs, et l'interprétation physique des calculs, souvent, pas toujours, bien sûr, heureusement, s'en inquiète peu. Mais à l'époque, on était obligé de comprendre ça, parce que sinon, on ne comprenait rien. Alors, le deuxième point sur lequel je vais passer rapidement, c'est l'effet des corrélations. Les corrélations sont faibles à modérées dans ces systèmes. Et là, le point essentiel qui est apparu, c'est quand on a fait des manips d'ARPES. Ça, je pense que Yves en parlera tout à l'heure. Et le troisième point, qui est plus, disons, tentatif, c'est le magnétisme itinérant à température finie, qui reste encore relativement obscur. Et dans les années 60, je ne sais plus combien, 64 ou 61, il y a eu un article qui est intéressant, qui a eu beaucoup de succès, qui est oublié maintenant, s'appelle Friedel, Lehmann, Olszewski, dans lequel il essaie de décrire, avec les connaissances qu'il a obtenues des oscillations de Friedel, il essaie de décrire les états excités du système.
Donc, il considère que les états excités du système, ce sont des états d'alliage. Ces alliages, les éléments d'alliage sont créés par les fluctuations magnétiques ou de charge entre les points. Ces oscillations interagissent les unes avec les autres de façon dynamique et il essaie de faire une description physique de ce système par analogie d'alliage. Après différents aléas théoriques qui ont duré des décennies, partant du modèle de Hubbard, où il y a un modèle d'alliage dans les années 64, autant que je puisse me souvenir, jusque maintenant, la plupart des calculs qui essaient de prendre en compte les corrélations utilisent une méthode qui s'appelle la méthode DMFT, ou CPA dynamique, si on veut, qui, si on la regarde par le biais CPA dynamique, correspond un peu, pas tout à fait, mais correspond à l'image qu'il se donnait. Alors, moi, j'ai voulu citer ça parce que c'est un exemple d'intuition, et je trouve qu'il avait des intuitions comme ça, fulgurantes, qui sont assez extraordinaires. Alors, pour finir, ce que je dirais, c'est qu'il a ouvert la voie dans le domaine des structures électroniques à la compréhension qualitative d'un nombre considérable de phénomènes et que ces considérations servent de base ferme pour les études actuelles. Bien sûr, on est très loin de la période des années 60, mais les gens s'inspirent ou peuvent s'inspirer des idées qualitatives qu'il a introduites. Quand on s'intéresse aux électrons fortement corrélés, que ce soit dans les oxydes ou même dans les systèmes avec des terres rares anormales, on est dans le prolongement des idées qu'il avait émises et qu'il ne pouvait pas développer parce que les techniques, le niveau calculatoire n'était pas suffisant pour le faire à l'époque. Parce que l'évolution de la compréhension aussi des problèmes à une corde n'était pas suffisamment développée. Beaucoup de raisons. Mais il y a une continuité. Si vous regardez de la même façon au niveau des systèmes, par exemple, je parlais tout à l'heure des défauts sur une surface. Les gens s'intéressent maintenant au graphène, ils s'intéressent aux semi-métaux de Weil, et la question qui se pose, c'est quelles sont les caractéristiques de ces, par exemple, de ces oscillations de densité, de charge dans ces systèmes, comment les interactions sont, même si vous n'avez aucune corrélation en l'occurrence. Je n'ai pas parlé des systèmes à 1D, j'arrête. Je n'ai pas parlé des systèmes à 1D, où il a joué un rôle d'animateur considérable. Bref, j'ai essayé de vous donner avec quelques petites anecdotes une idée de l'importance du rôle qu'il a pu jouer et du caractère visionnaire qu'il a pu avoir dans un grand nombre de domaines. Voilà, merci.